2 mois, jour pour jour, avant la présidentielle au Cameroun, c'est prévu pour le 12 octobre prochain. Ce matin, on se penche sur le plaidoyer de l'archevêque métropolitain de Douala, Samuel Kleda. Souvenez-vous, c'est déjà lui qui avait marqué les esprits en décembre dernier, assurant sur les antennes de RFI qu'une nouvelle candidature du président Paul Biya pour un 8e mandat consécutif n'était pas réaliste. Entre-temps, le sortant a annoncé sa participation au scrutin et ce week-end donc, Monseigneur Samuel Kleda a diffusé une lettre pastorale sur le climat social à l'approche de l'échéance. Texte dans lequel il demande aux citoyens de ne pas se décourager et de tenter de trouver de nouvelles voies pour sauver le pays. Tout commence une semaine plus tard. Le 8 août 2025, Monseigneur Samuel Kleda, archevêque métropolitain de Douala, publie une lettre pastorale qui fait l'effet d'un coup de tonnerre. Ce texte n'est pas un simple appel religieux, c'est un diagnostic lucide et sans concession sur un pays qu'il décrit comme malade dans tous les domaines. Il peint un tableau tragique. Corruption, mauvaise gouvernance, démocratie vidée de sa substance, violence institutionnelle, intimidation, pauvreté endémique, chômage massif, infrastructures délabrées. Notre pays est malade, écrit Samuel Kleda, et nous avons le devoir d'alerter sur les signes avant-coureurs de sa mort lente. Pour l'archevêque, mauvaise gouvernance et corruption alimentent une pauvreté généralisée. Le citoyen n'est plus au cœur des préoccupations. L'accent est mis sur l'individu, le clan, l'ethnie, le lobby. La démocratie est entachée et il est moralement inacceptable, écrit-il, d'organiser des élections dont les résultats sont décidés par une poignée d'individus. Samuel Kleda interpelle aussi sur la crise anglophone et dans l'extrême nord, appelle à une prise de conscience générale. La situation exige, dit-il, que les citoyens aient à cœur de choisir des hommes et des femmes animés par le désir de changer ce que nous vivons. Le cœur du message, un appel au réveil, à l'alternance, à la responsabilité citoyenne. Monseigneur Samuel Kleda ne parle pas seulement aux électeurs de 2025, il parle à la conscience collective. Il parle à ce Cameroun qui, depuis des années, se résigne à croire que rien ne changera. Ce texte engage une réflexion sur la notion de pouvoir. Quand la gouvernance devient un instrument d'oppression et d'échec, la légitimité cesse d'être un acquis. Dans cette lumière, la parole de cet homme de Dieu incarne une éthique de la résistance morale. Une démocratie qui ne respecte pas le choix du peuple souverain expose le pays à des périls. Il n'est pas moralement acceptable d'organiser des élections dont les résultats sont connus d'avance et décidés par une poignée d'individus. Il est moralement inacceptable que la validation des candidats aux élections soit entourée de suspicions, de controverses et de manipulations politiques. Nous apprenons que le scrutin présidentiel de 2018 a mobilisé 50 milliards de francs CFA et que celui de 2025 nécessite entre 65 et 70 milliards de francs CFA. Pourquoi donc tout ce gaspillage lorsqu'on connaît déjà le vainqueur? Autant ne pas organiser les élections pour ne pas appauvrir davantage les Camerounais. La malgouvernance et la corruption qui gangrènent notre pays s'expliquent par le fait que le citoyen camerounais n'est plus au cœur des préoccupations des dirigeants. L'intérêt général n'est plus pris en considération. Le bien-être de tous est devenu une promesse fallacieuse. L'accent est plutôt mis sur l'individu, le groupe, le clan, l'ethnie, le lobby, en sacrifiant la majorité de la population, la poussant ainsi vers la paupérisation et la misère. Face à ce message brûlant, le pouvoir ne reste pas inactif. Le 12 août, Ferdinand Gongo poursuit la série de concertations. Objectif, rallier les forces morales et traditionnelles à la candidature du président Paul Biya pour un 8e mandat. Dans cette série de rencontres instruites par Paul Biya lui-même,
Une valse méthodique de délégation reçue par le SGPR. Le programme est millimétré. D'un côté, les évêques, de l'autre, les chefs traditionnels de l'Ouest. Deux piliers sociaux, deux relais fondamentaux, symboliques, deux vitrines de légitimité. Mais la mécanique se grippe. On attendait les évêques. On attendait la présence solennelle de ces gardiens de l'âme, ces voix qui, dans l'histoire du Cameroun, ont parfois murmuré des vérités que le pouvoir n'aimait pas entendre. Et parfois aussi, il faut le dire, ont prêté leur encens aux cérémonies d'allégeance. Mais ce 13 août, costume noir, col romain, croix discrète sur la poitrine, les évêques, ou plutôt une partie d'entre eux, 8 seulement sur 32. Officiellement, il s'agissait simplement du bureau de la conférence épiscopale et non de l'ensemble du corps. Nous, seigneurs, André Kea, président, Philippe Alain Barga, Jean Barga, Joseph Atanga, Christophe Zoua, Michael Bibi, Sosten Léopold Baemi et Paul Niaga, secrétaire général de la conférence épiscopale. Notre message principal pendant cette rencontre, c'est que nous tous, les Camerounais, on doit continuer à prier, pas de violence. Moi, je viens de Nord-Ouest et je peux vous dire ce que la violence nous a fait dans le Nosso. Donc, on ne veut pas que notre pays tombe encore dans ces violences qu'on a vues, qu'on a vécues au Nord-Ouest et au Sud-Ouest. Une précision qui sauve la forme, mais qui ne change pas le fond. L'image d'une absence massive. Et dans une époque où l'image vaut autant que la parole, cette chair vide en dit parfois plus qu'un long discours. Parmi ces absences, celle de Monseigneur Samuel Kleda, archevêque des Douala, connu pour ses prises de position tranchées. Élevons donc en ce temps nos voix vers notre Dieu Tout-Puissant, afin que toutes nos aspirations à la paix et au bonheur se réalisent. Un jour plus tôt, l'après-midi du 12 août, au Palais de l'Unité, les chefs traditionnels de l'Ouest défilent. Costumes traditionnels, étoffes chatoyantes, perles centenaires. Les gardiens des us et coutumes convoqués, mission, venir redire leur loyauté au chef de l'État. Les soutiens sont là. Roi de Bachama, Balachi, Babadjou, Bamenjo, Foteta. Leur mission, réaffirmer leur attachement au président de la République ainsi qu'aux valeurs qu'il incarne en vue de l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Face au secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d'État Ferdinand Ngongoro, président du comité stratégique de campagne de Paul Biya, les autorités traditionnelles ont remis une motion de soutien. Véritable acte politique, scellant leur engagement derrière le chef de l'État. Mais un trône reste vide. Celui de Sa Majesté Jean Ramo Sokoudjo, roi de Bamenjo, doyen respecté et figure de résistance. Le patriarche de Bamenjo, figure charismatique qui, à lui seul, peut donner à une rencontre une aura particulière. Le roi Sokoudjo ne vient pas. Il ne signe pas la photo officielle. Il ne prête pas serment d'allégeance. Il avait déjà quelques jours plus tôt appelé l'opposition à s'unir pour battre Paul Biya. On l'écoute. Moi, le chef Sokoudjo, je demande à tous les Camerounais, donc vous êtes les messagers, les porte-paroles, je demande à tous les Camerounais de s'entendre en un seul homme. Voilà, en un seul homme, de s'entendre pour ne plus vendre le Cameroun comme en 92. Si lui, je vous appellerai cette fois-ci les Fingos tels que nous avions appelés. Voilà. Entendez-vous pour faire partir Biya
et remettre de l'ordre au Cameroun. C'est simple. C'est vous qui allez rendre ça difficile. Il suffit que vous vous entendez et mettre une seule personne devant Biya. Lui-même, il va aller se reposer sans qu'on le dise. Voilà. Rarement un chef traditionnel aura parlé ainsi. Rarement un chef aura brisé la ligne de soumission tacite au pouvoir central. Dans la dramaturgie politique camerounaise, les chefs traditionnels et les évêques ont un rôle précis. Ils sont censés pacifier l'opinion, adoucir les angles du pouvoir, endosser la mission d'intermédiaire entre le peuple et l'État. Historiquement, leurs bénédictions ont précédé les grandes décisions politiques, notamment les réélections présidentielles. Contrairement aux autres délégations, chefs traditionnels, syndicats, organisations diverses qui, ces dernières semaines, ont exprimé un soutien explicite ou implicite au chef de l'État, les évêques présents ont refusé de jouer la partition attendue. Dans un communiqué final, ils rappellent leur non-partisanerie. Ils affirment être constants sur les problématiques qui menacent la nation camerounaise et appellent à la justice et à la paix. Et dans les coulisses, Monseigneur Andro Nkeya, archevêque de Bamenda, affirme avoir transmis au chef de l'État les frustrations et les aspirations des fidèles. Depuis l'indépendance de ce pays, le Cameroun, l'Église catholique a toujours eu une bonne relation entre l'Église et l'État. C'est pour ça que nous sommes venus. Comme vous constatez vous-même, l'Église comme telle n'est pas partisane. Mais chaque chrétien qui est citoyen a droit d'exercer son droit politique. Et là, il faut comprendre ce que cela signifie dans un contexte camerounais. Ne pas dire oui, c'est déjà dire beaucoup. Parler de justice et de paix dans une salle où l'État attend des encouragements politiques, c'est déplacer la conversation vers des terrains où les réponses officielles sont plus floues. Monseigneur Samuel Kleda, Sa Majesté Jean Ramo Sokodjo, deux absences qui ne sont pas neutres. Deux absences qui bousculent le script. Ce double vide a valeur de symbole. Dans un système où, depuis 42 ans, chefs traditionnels et évêques sont souvent des relais politiques, parfois volontaires, parfois contraints, leur absence fait tache dans la chorégraphie millimétrée du pouvoir. Parce que, dans ce théâtre bien rodé, chaque chaise vide est un message. Et si, finalement, le vrai événement n'était pas la rencontre elle-même, mais ces absences-là. Même les évêques qui étaient là-bas hier, c'est depuis 2016 qu'ils avaient laissé une demande d'audience. Jusqu'à aujourd'hui, le patron du renouveau ne les a jamais reçus. Pourquoi c'est maintenant qu'ils sont reçus et sont reçus par le secrétaire général de la présidence de la République? Pourquoi c'est maintenant que Paul Biya accepte que les gens viennent discuter avec lui au palais, mais sans lui? C'est pour la campagne électorale ou pour autre chose? Le roi Sokodjo, chef qui ne craint pas de dire non à visage découvert. Samuel Kleda, le prélat qui rappelle que l'Église ne se met pas au service d'un homme, mais au service d'un peuple. Le plus fascinant dans cet épisode, c'est que tout se joue dans les non-dits, dans les nuances, dans les absences. Le palais avait prévu une photographie d'unité. Il aura eu, au contraire, une image fragmentée. Et quelque part, cela résume l'état du pays. Une architecture officielle intacte, mais où certaines colonnes semblent vouloir se détacher. Pas pour tout renverser, mais pour marquer que l'édifice ne tient pas seulement par la pierre. Il tient aussi par la foi qu'on a en lui. Et cette foi-là, visiblement, n'est plus aussi unanime.
Qui paye le transport des personnes de toute cette délégation? Les chefs de l'Ouest et les chefs Bassa qui étaient l'autre jour là-bas. Chacun paye son argent de transport. C'est le président de la République qui donne l'argent à son représentant, le SGPR, pour gérer les transports des gens. Ça se passe comment? Si c'est le président qui gère leur transport, c'est l'argent du RDPC, l'argent du Trésor public ou son argent à lui qu'il cotise depuis 1982. Le Cameroun a toujours placé ses chefs traditionnels et ses autorités religieuses au cœur même du théâtre politique. On se souvient de ses appels solennels à voter pour le président, de ses bénédictions publiques données avant les échéances électorales. Leur présence n'était pas seulement symbolique. Elle légitimait, elle validait, elle liait la tradition et la religion au destin du pays. Alors, que se passe-t-il quand ces voix ne chantent plus toutes la même chanson? Quand le cœur se divise, quand dans la liturgie politique, certains préfèrent s'asseoir plutôt que de se lever. Prenons ce petit compte rendu de l'évêque du diocèse d'Obala qui faisait partie des rares évêques ayant répondu à l'invitation du président de la République sous couvert le SGPR. Dans ce compte rendu, on peut lire le SGPR a pris la parole en premier. Il a évoqué la délicatesse de cette période préélectorale. Il a souhaité que les évêques jouent un rôle dans la promotion de la paix. Il a souhaité que les partis politiques évitent la haine et privilégient la paix. Il a présenté le bilan élogieux des grands projets réalisés par le chef de l'État. Les 7 évêques, à travers l'évêque de Bamenda, ont dit que c'est bien que l'État cause souvent avec les évêques. Les évêques ont rappelé leur message sur les élections et la situation du pays. Tout ça, c'est pour aboutir à quoi? Chacun a parlé comme ils ont parlé. C'est pour quel but à la fin? Qu'est-ce que Paul Biya fera de tous ces comptes rendus, étant donné qu'il est attendu sur le terrain d'ici le 27 septembre pour battre campagne? Peut-être que dans quelques semaines, cette rencontre passera inaperçue. Peut-être qu'elle sera noyée dans la masse d'images officielles absorbées par l'agenda d'État. Mais aujourd'hui en creux, il s'est passé quelque chose d'inhabituel. Une rencontre où l'absence, la retenue, le choix des mots ont créé une tension visible. Et cette tension-là, elle dit beaucoup du Cameroun qui s'apprête à élire un président. Un pays où les symboles craquent doucement, sans bruit comme des charnières usées, mais où chacun sait qu'un jour, un seul craquement trop fort peut faire basculer tout l'édifice. Pour nous, cette histoire de rencontre inédite au palais après 42 ans de règne sans une telle initiative, c'est très louche. Surtout que depuis là, personne n'a encore eu la chance d'apercevoir Paul Biya au palais. Pourtant, c'est là-bas où il dort, là-bas où il travaille. Nous avons peur que ça ne soit pas les élections du 12 octobre, le prétexte de ces assises. Nous trouvons ces assises trop louches, surtout après les échanges très tendus entre le SGPR et le ministre de la Communication, ancien secrétaire général du comité central du RDPC. Le palais de l'unité, ce théâtre bien huilé du pouvoir camerounais avait tout prévu. Les projecteurs braqués, les micros réglés, les chaises alignées comme des soldats en parade. On attendait les figures habituelles, ces garants d'une légitimité à la fois politique, morale et mystique. Les évêques en habit d'apparat, les chefs traditionnels parfois parés de leurs attributs ancestraux. Le protocole était prêt pour une photographie parfaite. Et pourtant, au moment crucial, l'image s'est trouée. Des absences. Pas n'importe lesquelles. Celles qui se voient plus que toutes les présences réunies. Les évêques camerounais ne sont pas que des pasteurs de fidèles. Ils portent une influence forgée dans les catéchismes et les homélies qui dépassent la sphère religieuse pour entrer dans le champ politique. Dans les campagnes reculées, leurs paroles
est parfois plus redoutée que celle des ministres. Et depuis des décennies, certains parmi eux, en public ou en coulisses, ont su, à des moments décisifs, donner un appui symbolique au pouvoir. Mais voilà, ce jour-là, certains chasubles sont restés accrochés au porte-manteau. Juste des espaces vides, filmés ou non, mais qui se sont inscrits dans la mémoire de ceux qui savent lire entre les lignes. Est-ce un hasard d'agenda, une prudence calculée ou un refus poli mais ferme de cautionner une cérémonie déjà écrite d'avance? La question reste suspendue comme un encensoir qui ne trouve plus sa chaîne. Les chefs traditionnels, eux, incarnent la continuité des peuples. Officiellement, ils sont gardiens des coutumes, passeurs d'histoire, médiateurs entre les vivants et les ancêtres. Dans la pratique contemporaine, ils sont aussi devenus, pour beaucoup, des relais politiques. Leurs appels au vote en faveur du président Paul Biya sont presque un rituel électoral. Un rituel qui se répète avec la régularité d'un lever de soleil, prévisible, immuable, inscrit dans le calendrier politique. Depuis que le Cameroun est Cameroun, ils ont souvent été utilisés comme amplificateurs de la parole présidentielle. Un appel au vote venant de leur bouche se transforme en injonction communautaire. Dans les zones rurales, cela tient lieu de campagne électorale. Le chef traditionnel qui se lève et parle au nom de son peuple devient un instrument de légitimation, une pièce dans un puzzle où la culture et la politique s'imbriquent jusqu'à se confondre. Or, la présence de ces figures au palais n'est pas qu'un acte protocolaire. C'est une mise en scène de la fusion entre l'État moderne et l'autorité ancestrale. Leur absence, même d'un petit nombre, vient fissurer ce tableau. Car chaque chaise vide raconte une histoire, celle d'un scepticisme discret, d'une lassitude ou d'un refus de se laisser photographier en train de jouer un rôle dont ils ne veulent plus. Le système en place a perfectionné l'art de la continuité. 42 ans de pouvoir, ce n'est plus qu'un mandat politique. C'est une époque entière, un écosystème, les mêmes visages, les mêmes codes, les mêmes rituels. Les absences de cette année ne sont pas anodines. Elles ressemblent à des minuscules fissures dans un mur qu'on croyait indestructible. Ce n'est pas encore l'effondrement, mais c'est un changement dans la texture du silence. Le palais a toujours été habitué à un décor complet, chefs, évêques, généraux, dignitaires. Un monarque politique, fut-il élu, vit de symboles. Or, le décor s'est éclairci, pas au point de choquer le grand public, mais suffisamment pour que les initiés y voient un signe. Et ce jour-là, les symboles lui ont échappé, car dans un régime où la mise en scène du consensus est cruciale, l'absence d'un chef ou d'un prélat devient un acte politique, même si personne n'en parle. Un vieux proverbe africain dit ceci: quand l'éléphant s'absente de la clairière, les herbes poussent autrement. Dans une société où la présence vaut adhésion, l'absence devient presque une déclaration. Et quand ceux qui incarnent l'autorité spirituelle et traditionnelle ne se déplacent pas, c'est comme si un chapitre invisible venait de s'écrire. Le chapitre de la distance. Peut-être est-ce un simple aléa, mais peut-être pas. Le Cameroun, habitué aux chorégraphies bien huilées de protocole, n'a pas vu souvent un ballet avec des trous dans la ligne. L'absence peut être plus bruyante que les cris.
Elle oblige à se demander que s'est-il passé dans l'intimité des consciences pour que certains déclinent une invitation qui, autrefois, relevait presque du devoir sacré. Est-ce l'usure, le doute, la peur de se compromettre à la veille d'un scrutin, ou alors le pressentiment que l'histoire est en train de tourner la page avec ou sans eux? Le tragique n'est pas toujours un cri ou une révolte. Parfois, il se loge dans un geste non fait, une chaise vide, un titre qui n'est pas cité, et dans un régime où l'image est un langage, ces absences prennent une densité dramatique. Elles rappellent que même les plus fidèles piliers d'un système peuvent s'user, se fatiguer, se distancer, ou simplement choisir un autre moment pour apparaître. L'histoire du Cameroun est faite de présences imposantes. Elle pourrait bien un jour se raconter aussi à travers ses absences. Le palais avait réuni des chaises pour montrer l'unité. Il s'est retrouvé avec un cliché où le vide s'invite à table. Et dans un pays où la cérémonie est scrutée comme un code, où chaque geste compte, ces absences ont ouvert un interstice par lequel s'engouffre la rumeur, l'analyse, le doute. Un double enveloppe politique en somme. Quelqu'un l'a si bien dit, le pouvoir croyait dribbler l'opinion en montrant ses soutiens. Mais voilà qu'une partie du ballon lui a échappé entre les jambes. Merci à tous.